Bonjour Emma. Bonjour Salomé. Il va bientôt falloir apprendre à vivre sans essence, ou en tout cas avec beaucoup moins d'essence, et nous ne sommes pas prêts. La preuve, il a suffi d'une ristourne sur le prix à la pompe et que des employés se mettent en grève dans les raffineries pour que le pays soit en partie paralysé. Et pourtant, nous allons bientôt devoir vivre autrement qu'avec ce précieux carburant, car déjà, les émissions provenant des combustibles fossiles sont, je le rappelle, directement responsables du réchauffement climatique en cours. Bah oui, plus de 80% des émissions mondiales de CO2 proviennent des combustibles fossiles et de l'industrie. Sans parler bien sûr des accidents qui sont liés à la transformation de ces énergies ou à leur transport. On pense aux marées noires qui sont dévastatrices pour la biodiversité. Et oui, et derrière ce pétrole, en fait, se cache notre PIB, toute la croissance et la production mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les transports terrestres en sont dépendants à 98% et que de toutes les façons, cette ressource est finie. Il y a un moment où il n'y en aura plus, c'est inexorable, et cette fin est annoncée à partir du pic pétrolier. Justement, le pic pétrolier, c'est ce moment à partir duquel les réserves de pétrole exploitable vont diminuer. Et la grande question, c'est quand est-ce que va arriver ce pic ? Alors, suivant les rapports, ça diverge, mais en moyenne, on estime que entre 2020 et 2030, on aura atteint ce moment fatidique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec d'un côté des scientifiques qui expliquent, qui hurlent, qui crient qu'il est absolument urgent d'arrêter ces fossiles en lien avec cette question du réchauffement. Et de l'autre côté, on a une société qui n'a absolument trouvé quasiment aucune solution de remplacement à notre pétrole. Oui, parce que comment se déplacer sans ce précieux carburant, c'est la question à 1 million. Et il n'y a pas de solution magique, mais plusieurs pistes qu'il faut urgemment explorer. Alors en premier, on a pensé aux carburants alternatifs, notamment le gaz de schiste. Aux États-Unis, la production de gaz de schiste représente aujourd'hui 1/3 de la consommation totale d'énergie du pays, mais le gaz de schiste pose des problèmes écologiques majeurs. Oui, et notamment une utilisation massive d'eau et un risque de pollution des nappes aquifères souterraines qui est absolument pas négligeable, qui est crucial dans une phase d'ailleurs où on est en limite directe de cette fameuse ressource. Oui, puis ça augmente le risque de tremblement de terre, sans même parler des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas une solution sur le long terme. Et de toute façon, en France, c'est interdit. Oui, donc alors, je te propose qu'on fasse le point de toutes les solutions qui existent et qui restent actuellement pour nos voitures. On a le GNV, c'est le gaz naturel pour véhicules. En fait, c'est le même que celui qu'on utilise dans nos chaudières, mais il semble plus vert que le pétrole. On a tous vu d'ailleurs passer des véhicules avec des slogans « Je roule au gaz naturel », donc c'est celui-là. On a aussi d'ailleurs le bio-GNV. Alors lui, il est issu de la méthanisation, c'est quand on dégrade la matière organique. On a notamment le biocarburant qui lui vient bien souvent de nos champs de colza. On a le bioéthanol qui provient de la fermentation des sucres et de l'amidon qui proviennent de nos champs de betteraves sucrières. Et pour finir, on a notamment le biodiesel qui provient des huiles de cuisson. Donc, en résumé, on a de l'huile de friture, des betteraves, du colza comme alternative, mais ça veut logiquement dire qu'il va falloir augmenter l'utilisation de terres agricoles pour pouvoir nous déplacer au détriment de celles qui nous nourrissent, logiquement. Donc, en réalité, chaque carburant, on va le voir, a ses limites. Même la voiture électrique, qu'on nous a beaucoup vendue comme l'alternative, la meilleure alternative. Exactement. Et il va falloir, en fait, en urgence, repenser notre modèle de société. Par exemple, il faut développer massivement des usines de recyclage de batteries. On en a déjà parlé dans cette émission, des dégâts de l'extraction minière du lithium. Ce qui semble le plus facilement accessible aujourd'hui, de toutes les façons, c'est d'électrifier autant que possible, et pas que nos voitures, nos 42% par exemple de lignes ferroviaires qui fonctionnent encore aujourd'hui au diesel. Il va falloir réussir à mailler au plus vite le territoire français justement avec ces voies ferrées et offrir de nombreuses alternatives à la voiture individuelle. Mais attention, derrière l'électricité se cache encore très souvent la question de l'eau, et avec l'accélération actuelle des sécheresses, on est très très loin d'avoir trouvé une solution pérenne. Donc, logiquement, on a besoin que le gouvernement, les responsables politiques développent urgemment les trains. Les trains, ça semble vraiment être
une des solutions principales. On le rappelle, les voyages en train émettent 26 fois moins de CO2 qu'une voiture. C'est vraiment une solution qu'il faut prioriser et malheureusement, c'est pas ce qui est fait actuellement. Non, et en fait, on n'a pas le choix. Il va falloir de toutes les façons s'adapter. Les limites planétaires sont en train de nous le crier. On ne les entend pas. On continue comme si de rien n'était. Mais de toutes les façons, au moins en Europe, on a sonné la fin du bal. Le Parlement vient de voter des lois pour en finir d'ici 2035 avec le thermique, avant que ce soit lui qui n'en finisse avec nous. Et en attendant que des solutions soient mises en place à grande échelle, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué avec sa voiture individuelle ? Eh bien, on peut faire des petits gestes. On peut déjà limiter sa consommation d'essence quand on prend sa voiture, en roulant moins vite, en ayant une conduite souple, en coupant le moteur à l'arrêt ou en utilisant peu ou pas la climatisation. Ça ne réglera pas le problème complètement, mais ça contribue à moins l'aggraver. Mais vraiment, on le rappelle, la meilleure solution, ça reste encore de moins utiliser de voiture. Donc on peut par exemple faire du covoiturage pour limiter le nombre de véhicules qui se déplacent d'un point A à un point B. On peut aussi privilégier le vélo, le train ou les transports en commun quand c'est possible. Ça, c'est ce qu'on peut faire, encore une fois, à échelle individuelle, mais on a vraiment besoin d'une planification sur le long terme pour pouvoir faire face à cette situation. Oui, et si on ne le fait pas, on a un avant-goût de l'effondrement possible de notre société quand on voit que la crise actuelle que l'on vient de vivre ces 2 dernières semaines vient d'engendrer une chute de 21,6% de la fréquentation des consommateurs dans les magasins. Donc, il va falloir prendre ce tournant de manière très rapide parce qu'on n'a juste pas le choix et que de toutes les façons, il va falloir adapter l'intégralité de nos métiers et l'intégralité de nos sociétés. Mais je crois qu'on est encore aujourd'hui complètement injecté par ce pétrole qui interfère dans toutes nos sphères et donc il est temps qu'on se pose des bonnes questions et qu'on agisse rapidement. Oui, parce que là, on a parlé de la question des transports, mais le pétrole, ça concerne bien évidemment beaucoup d'autres domaines de notre société, de notre économie. Encore une fois, il ne tient qu'à nous de faire ces petits gestes à titre individuel quand c'est possible, mais aussi de demander à nos dirigeants de prendre des initiatives pour nous préparer collectivement à faire face à ces crises sur le long terme. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que toutes les sources sont disponibles sur la page de l'émission, sur le site de France Info. Merci beaucoup Emma, à la semaine prochaine. Merci Salomé.